next murder? Must there be a next? A locked door, locked windows. When the door is locked from the outside, Crowning by the and caretakers will all be forced to stay at this house until morning. If any of you decide not to stay, you must leave with the caretakers now. You won't have a chance to change your minds later, because there'll be no way to get out. When the door is locked from the outside by the caretakers. I want to help save your soul so you can join me in the glories of hell. No, never. So I may know I'm to be your wife. Garot. Oh, no, I beg of you. Mercy, mercy. Each man creates his own heaven, his own hell. Let me see your face. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc, ce soir, on est là pour vous présenter une jeune maison d'édition, Marie Barbier, que voici, accompagnée de Jean-Michel Nicolet, un jeune illustrateur qui démarre, et un historien et aussi illustrateur. Donc vous pouvez voir les œuvres tout autour de nous, qui vont un petit peu étayer la thèse de Marie. Marie, je te laisse du coup démarrer et nous présenter ton travail qui est très intéressant. À toi. Alors, de nouveau, bonjour à tous. Donc, on est réunis autour du pulp parce que je publie une autrice pulp, Francis Stevens. Avant d'aller un petit peu plus avant sur cette autrice, je voulais vous parler un peu de la maison d'édition. Elle est récente, elle a 3 ans. Et elle est partie d'un projet un peu fou, un projet éditorial, un livre d'art en fait, dont je vous montre très rapidement la couverture. C'était un désir en fait de rassembler un peu littérature et bande dessinée et de partir en fait d'un principe qui était de rentrer dans le travail d'un auteur de bande dessinée qui aurait adapté une œuvre littéraire. Donc là, j'ai pris Philippe Drouillet, pour ceux qui, je pense que la plupart connaissent, qui a adapté le roman de Flaubert, Salammbô. Donc forcément, il s'est attaqué quand même à un panthéon au début des années 80. Il a pris le péplum de Flaubert, il l'a mis dans son space opéra personnel. Et moi, je voulais rentrer un peu dans les secrets de fabrication. Donc, c'est-à-dire que y a tout le matériel artistique, les storyboards, les bleus de travail, etc. Mais aussi pourquoi on va vers la littérature, comment il s'est construit les littératures et pourquoi Flaubert. D'où le titre Une rencontre. Une rencontre, c'est un écrivain et un auteur de bande dessinée, même si c'est par le biais de l'admiration. Donc il y a eu ce premier ouvrage qui a donné lieu à une collection. Donc voici rapidement le deuxième titre, le Satyricon de Pétrone, donc le premier roman de notre ère, a été adapté par Blutch. Alors pour ceux qui connaissent Blutch, c'est forcément pas une adaptation littérale, hein. Il est parti sur une interprétation très étrange, très confidentielle et assez étonnante, nourrie par le cinéma italien. Le troisième titre, Pascal Rabaté, qui a adapté Tolstoï. Alors pas le grand Tolstoï, son neveu. Voilà, Alexis Tolstoï qui a fait un roman en 1924, un roman russe sur un petit comptable qui fuit la révolution bolchevique. Un anti-héros en fait qui veut être riche tout en évitant de mourir. Donc ça donne quelque chose qui n'est effectivement pas très glorieux, extrêmement drôle. Et pour l'interpréter, il a développé une esthétique expressionniste assez bluffante. Donc il y a un 4e ouvrage en cours et qui sortira cet automne. Voilà. Donc autour de cette collection, j'ai poursuivi avec de la littérature. Je suis allée un peu tout azimut, mais je présente très peu de titres par an, j'en présente 3 ou 4. Alors ça peut être du roman noir qui va se dérouler entre les Balkans et l'Europe de l'Ouest, donc qui va tisser comme ça des passerelles un petit peu obliques, et qui va s'intéresser à des épisodes occultés de l'histoire. Ça peut être les Oustachis, ça peut être la communauté juive de Thessalonique, enfin voilà. Une collection qui met à l'honneur des textes oubliés ou méconnus en France. C'est comme ça aussi que je suis venue à Francis Stevens.
Là, vous avez du roman épistolaire suédois ou du récit de voyage onirique, dont le voyageur se demande tout du long s'il est fou, s'il rêve, s'il ne rêve pas. C'est un auteur belge qui a écrit un one-shot et qui est aujourd'hui donc du coup en librairie. Des nouvelles suédoises, donc voilà, tout azimut comme je le disais. Et quand vous êtes tout azimut et que vous aimez l'illustration également et les images, le pulp vous vient assez vite. Donc je suis allée voir Jean-Michel pour m'aider sur un projet de réhabiliter Francis Stevens. Francis Stevens, c'est une autrice américaine de fantasy et science-fiction, et à l'époque où elle écrit, elle est en 10e contre... Voilà, la seule, je pense. Donc elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses, en fantasy, va-t-on dire. On est en 1917-1923, alors avant il y a une Mary Shelley, voilà. Après, il y aura Catherine de Seymour qui sera une écrivaine de métier tout du long, mais dans les années 20, des autrices de fantasy, il n'y en a pas énormément. Et c'est le traducteur qui a pointé mon attention en disant, vous savez, elle a très bien vieilli, elle se lit d'une traite. Alors si vous aimez les romans feuilletonistes, maintenant c'est remplacé par les mangas, les séries qui ont repris ce côté un peu haletant et feuilletoniste, mais si vous avez lu Dumas, Jules Verne, etc., et que vous mélangez ça à de l'horreur, de l'effroi, vous avez du Stevens. On est vraiment entre deux eaux avec Stevens, elle est assez charnière. Donc quand je dis autrice pulp, vous en parlerez mieux que moi, mais autrice pulp, c'est le nom de ce mauvais papier dans lequel la presse, cette presse a vu le jour, cette presse américaine, 1880 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près, distribuée dans les kiosques sous forme de feuilleton avec un packaging spectaculaire parce qu'il fallait appâter. Donc il y a toute une tradition d'illustration que j'ai voulu... j'ai demandé à Jean-Michel en fait d'interpréter les couvertures parce que le pulp, c'est autant les écrivains que des illustrateurs finalement. Donc pour Stevens, je vous en dis deux petits mots peut-être avant de laisser. Donc Stevens, elle est née en 83. Elle a écrit une première histoire, elle avait 17 ans. Lovecraft écrira pas longtemps après elle, il se sépare de 6 ans. Et elle est publiée dans le principal pulp du pays, The Argosy. Et donc la vie fait qu'elle va se mettre à l'écriture parce qu'elle se retrouve avec un nouveau-né. Son mari a le mauvais goût de mourir dans une chasse au trésor 1 an après le mariage. C'est un journaliste britannique et il meurt comme ça très bêtement 1 an après. Elle est sténographe, donc elle a un nouveau-né sur les bras, elle a sa mère invalide. Et donc du coup, elle décide en plus de son métier d'écrire pendant 5 ans. Donc ça va être The Argosy principalement et après Weird Tales pour le dernier roman. Donc on imagine bien que c'est une écriture haletante puisque tout est livré par épisode. Donc c'est pas Francis Stevens, c'est Gertrude Burroughs Bennett, voilà, bien sûr. Elle a pris un pseudo, elle ne l'a pas choisi, c'est le rédacteur en chef du Weekly Story qui lui a dit Francis Stevens c'est bien, elle voulait Jean Vell, c'était plus français, je ne sais pas pourquoi, mais je pense pas que ça lui ait posé problème, et donc elle a écrit une 12aine de romans et nouvelles. Et la maison en a publié 3. Alors oui, voilà, Georges. Il y a 5 romans et puis il y a toutes les nouvelles qui sont là-dedans. Bonjour Georges. Nous connaissons. Et donc effectivement, Francis Stevens était méconnu en France à l'exception de quelques nouvelles, enfin peu de nouvelles. C'est Jacques Sadoul. Jacques Sadoul l'avait signalé dans son histoire de la SF. Dans une anthologie, il avait d'ailleurs consacré une demi-page à la fiole au Cerbère. Voilà. Donc ça a été un passeur, et l'autre passeur, c'est le traducteur Michel Pagel, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et qui m'a dit, la petite Stevens, elle est très bien. Donc, et entre les deux, citer quand même Jean-Pierre Laigle. Ah oui, vous m'aviez dit. Qui avait publié une nouvelle traduite dans sa revue Antares, et qui a publié l'intégrale des nouvelles en 4 brochures, mais en anglais. Voilà. Donc là, vous avez nos échanges sur Facebook depuis 3 ans. Parce qu'en fait, c'est jamais un hasard. C'est quand même beaucoup de passeurs. Pour que, un siècle après, une autrice qui n'a jamais été vraiment publiée en France le soit. Il faut beaucoup de passeurs et quelques publications. Pagel, vous connaissiez par quel biais ? Alors Pagel, c'est par le réseautage, c'est les contacts en fait. C'est un ami éditeur qui me l'a présenté et donc je lui ai demandé, parce que je lui ai demandé de me prescrire des auteurs.
Et il m'a parlé d'une 15aine d'auteurs. Alors le fait que ça soit une autrice, ça m'a plu, forcément. Mais après, en lisant, le côté palpitant, ça m'a vraiment embarqué. Mais c'est le réseautage, là, pour le coup. Je te laisse la parole, Jean-Michel, et je reviendrai sur les... Parce que vraiment, ces couvertures, je suis vraiment venue te chercher. Déjà, une chose, je n'ai pas énormément à dire, évidemment, sur le sujet, mais simplement, je voulais dire que le monde de l'illustration, c'est deux choses. C'est l'empire du silence, et puis, en même temps, c'est la transmission graphique, voilà, l'expression graphique. Alors, toutes les couvertures des livres que j'ai faits à travers ma vie professionnelle, j'ai lu absolument tous les livres, parce que j'estime qu'il est très important de ne pas faire, si possible, de contresens par rapport au texte. Et d'autre part, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand j'étais jeune, je lisais Arsène Lupin, et ça remonte à très vieux, Arsène Lupin et entre autres Rouletabille, n'est-ce pas, qui étaient publiés dans des sortes de pulps qui étaient aux éditions Laffitte, qui étaient souples et sur du papier, pas toujours de très bonne qualité, avec des illustrations. Et ces illustrations et ce fonctionnement, cette lecture de textes que j'appréciais particulièrement, m'ont inspiré. C'est pas ça, mais en début de carrière, j'ai commencé plutôt avec le classicisme, puisque je travaillais avec Gallimard, avec Lafon, etc. Et c'est Métal Hurlant qui m'a fait basculer complètement dans le monde du fantastique, où j'étais très collectionneur d'ouvrages de fantastique, bien sûr, et puis je me suis éduqué avec la collection Marabout, et au point de vue des textes. Et puis, finalement, Métal Hurlant, la publication du Diable, etc., de certaines choses, ont fait qu'une maison d'édition est venue me chercher, sans savoir exactement ce qui allait se passer. C'était Néo, les nouvelles éditions Oswald. Et ces nouvelles éditions Oswald ont duré pendant plus de 10 ans, et j'ai fait 240 titres chez eux, 240 couvertures, et je leur avais dit, voilà, moi je veux bien faire des couvertures pour vous, mais j'aimerais bien faire comme certains ont fait, comme Brantôme a fait, comme Gourdon, etc. J'aimerais bien faire toutes les couvertures. On m'a dit, pas de problème, à partir du moment où j'ai fait la première, qui était 7 pas vers Satan d'Abraham Merritt, qui a défini une démarche graphique de ces 3 verticales. Évidemment, quand ça a marché, oui, ça a marché, il y a eu des problèmes de diffusion, etc. Bon, on peut pas dire que ça a explosé, mais ça a marché, ça a duré, quoi. Bon, là, il y avait des collectionneurs. Et la maison Lattès, qui était dans le 14e arrondissement à l'époque, m'a proposé de faire les couvertures d'une autre collection, fantastique aussi, et quand même beaucoup fiction, qui était Titre SF. Et pris dans ce flot, on m'a proposé aussi de faire une autre collection qui était Les Fenêtres de la Nuit. Il a dû sortir 6 ou 7 titres, pas plus, chez Lafon. Mais c'était tout ça, devenait un jeu concurrentiel qui devenait un peu étouffant. En tous les cas, j'ai essayé d'assumer ces différentes collections, avec à l'époque une collection comme Titre SF ou Les Fenêtres de la Nuit. Je faisais ça avec Kellec, qui faisait certaines illustrations et moi certaines autres. Nous lisions absolument tous les livres, mais donc on a fait toutes ces couvertures. Et puis, pour clore un petit peu les histoires de série, on m'a proposé de faire une collection
qui était Chair de poule. Ce qui m'enchantait pas énormément, je dois dire, parce que c'était pour la jeunesse. Et j'ai dit d'accord. Et au début, on était 3 illustrateurs. Et finalement, j'ai squeezé les 2 autres, qui étaient beaucoup moins spécialistes. Il y en a un qui est mort d'ailleurs, et l'autre qui était beaucoup moins spécialiste. Et qui... Donc, après, j'ai fait toutes les couvertures. C'était amusant. Je les ai lus aussi, malgré le côté répétitif de ces ouvrages. Mais je vais jusqu'au bout. Je ne supporte pas de ne pas finir un ouvrage. Je veux savoir, il me semble toujours que je vais perdre quelque chose. En tous les cas, le problème de l'illustration, c'est d'essayer de ne pas trahir l'auteur, comme je disais, c'est-à-dire de provoquer quelque chose, une image. C'est très difficile à expliquer dans le sens où les choses sont totalement intuitives. C'est l'intuition qui parle, il y a des images qui apparaissent. Alors de très mauvais bouquins peuvent faire d'excellentes couvertures et de très bons bouquins peuvent faire des couvertures détestables. Ça, c'est dû à la démarche visuelle que provoque un livre. Si c'est un livre de philosophie, par exemple, c'est difficile de faire une couverture, sinon de mettre peut-être une peinture abstraite, comme il y a eu chez Gallimard, où ils ont utilisé des peintures par exemple de Soulages ou de choses comme ça pour exprimer un petit peu les choses. Mais la philosophie, bon... Si c'est très intellectuel aussi, c'est pas commode. Mais je vais vous raconter une histoire qui puis j'en terminerai un peu là, une histoire qui est assez drôle. Avant de travailler avec Néo, avec toutes ces boîtes, je travaillais avec Gallimard régulièrement. Et Gallimard un jour m'appelle. En l'occurrence, c'était un personnage assez connu qui était un directeur artistique qui s'appelait Massin, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, voilà, j'ai une couverture à faire, je suis très ennuyé. C'est Romain Gary. C'est un bouquin de Romain Gary, dont je ne me rappelle plus le titre d'ailleurs. Et il m'a écrit une lettre me décrivant ce qu'il voulait sur la couverture. Bon, et vraiment, je peux le demander qu'à toi. C'est une des plus mauvaises couvertures que j'ai fait, hein, je tiens à préciser. Et il me dit, voilà, il faudrait le pape qui tient un briquet. Déjà, bon, très bien. Avec autour Gorbatchev, enfin, je sais pas, enfin plusieurs personnages. Déjà, ça fait beaucoup de monde. Un régiment qui passe derrière et une explosion atomique en forme de cochon. Bon. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire ça. Je lui ai amené ça en lui disant, tu sais, je suis c'est pas une performance, hein, vraiment, mais puis je lui dis, il y a trop de choses, quoi, il y a trop de choses. Il me dit, je sais, mais Romain Gary, je peux pas lui dire. Et Romain Gary a été enchanté. Moi pas, bien sûr, et Massin non plus. Enfin, j'ai été payé, bien entendu. Et donc tout ça pour vous dire que une couverture en général c'est comme une affiche. Ça doit parler directement. Il ne doit pas y avoir 50 000 éléments sur la couverture. Plus on resserre les choses, le tout c'est de bien choisir le bon morceau, celui qui est à exprimer, en essayant de ne pas trahir non plus les personnages, en essayant de ne pas trahir les objets si on met un objet. Par exemple, dans le Cerbère, la petite bouteille, elle est extrêmement décrite.
Donc on peut pas trahir le truc. Il y a 3 personnages, je n'en ai mis qu'un. Pourquoi ? Parce que je trouvais que 3 personnages, on allait se perdre une fois de plus à la Romain Gary dans la couverture, et puis évoquer évidemment ce monde de fiction qui est derrière ces architectures, etc. C'était suffisant. En général, c'est comme ça que je pratique, et c'est comme ça que j'ai pratiqué avec les éditions Néo, avec un tout petit plus quand même qui est un peu particulier, c'est que les couvertures de Néo étaient composées sur un diagramme géométrique. C'est-à-dire qu'elles sont toutes composées sur 3 verticales. C'est ce qui fait le particularisme de la couverture, dans le sens où, à l'époque, il y a eu cette idée d'Abraham Merritt de mettre 2 colonnes et le démon au milieu, entre ces 2 colonnes. Et après, je me suis dit, et si je faisais perpétuellement 3 verticales, de manière à donner une identité graphique à la couverture, non pas par un filet autour, un machin, etc., mais uniquement par sa composition. C'est-à-dire que je m'étais inspiré des idées des peintres anciens et de la Renaissance qui étaient grands amateurs de géométrie, comme je le suis moi-même d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai composé. Les autres collections, non, bien sûr, puisqu'il ne faut pas concurrencer ce qui fait que donc chez Néo, j'ai dû faire en tout, en dehors de la collection fantastique aventure fiction, avec les Harry Dixon, etc., j'ai dû faire 400 ou 500 dessins en 10 ans chez eux, ce qui était une espèce de revenu systématique tous les mois. J'avais 3-4 couvertures à faire, des fois plus, des dessins intérieurs, etc. Donc ça a été très agréable de faire ça. Puis évidemment, le problème de la diffusion s'est posé. Et la faillite est arrivée. C'était progressivement un petit peu prévisible. Et quand ils ont commencé à me payer avec des traites, j'ai compris que le drame arrivait, n'est-ce pas ? Bon, et le drame est arrivé. Et après, ils ont déposé le bilan. Lui est mort, d'ailleurs, peu après. Et sa femme qui est morte aussi, Hélène, on l'a trouvée. Oui, ça donne pas très envie. J'ai 3 ans. Non, mais les Gallimard ont très bien fonctionné, hein, hormis celui qui s'est tué en voiture avec Camus. Mais quand même, bon, ça marche pas si mal que ça. Lafon, quand je l'ai connu, il était vieux, et bon, je pense que, bon, bien sûr, les choses sont finies parce qu'il était vieux, mais voilà. Ballan, qui était un personnage avec qui j'ai travaillé pas mal, à l'époque où je faisais pas spécifiquement de la science-fiction ou du fantastique, c'était un personnage très tonique. Un jour, il est mort. Il était vieux, il est mort. Bon. Losfeld, Pauvert, ils sont tous morts. Évidemment, quand on parle d'une certaine génération, donc ça va par génération. Et moi, je commence à être dans la génération, avec mon collègue Druyet, dans la génération intermédiaire, qui est plus près de la sortie que de l'entrée, n'est-ce pas ? Et donc voilà. Marianne Lecomte est toujours vivante aussi. Marianne Lecomte. Et sans la dénoncer, on est du même âge, exactement. On est né la même année avec Marianne Lecomte, donc tu vois. Mais donc voilà. En gros, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce que sinon que, pour terminer, que ça m'a fait plaisir de travailler avec Marie, qui m'a proposé de faire les couvertures, parce que c'était reprendre justement la démarche. Alors j'ai parlé des pulps type français, édition Lafitte,
Évidemment, j'ai acheté des éditions de Amazing Stories, etc., parce que je trouvais les couvertures intéressantes et que ça aussi, les Américains, il y avait quelque chose de très intéressant. Puis il y a surtout, évidemment, les textes qui m'intéressaient, d'où Weird Tales, quoi. Bon. Donc voilà, j'étais content de travailler avec Marie. Et ça va, on s'entend bien, hein, je crois. Donc tu me gardes. Bon, d'accord. Je réalise en t'écoutant Merci. juste que... Alors Didier. Alors du coup 2 ou 3 mots pour présenter les pulps et ce que c'est. Et en fait, alors c'est pas pour casser l'ambiance, mais en fait ça techniquement c'est pas un pulp. En fait, parce que c'est trop beau, quoi. Parce que le papier est blanc, de très bonne qualité, et que c'est un livre qui va durer, voilà. Alors qu'un pulp, en fait, c'est ça, techniquement. Voilà, donc c'est un truc avec le papier était déjà comme ça à l'origine, hein. Parfois il est encore plus brun, c'est du papier à cigarette quasiment, ça tombe en poussière, enfin c'est une horreur. C'est pour ça que ça se conserve pas et c'est pour ça que c'est relativement rare aujourd'hui d'en retrouver. Et donc pulp, le terme vient évidemment de la pâte à papier, on prenait des vieux copeaux, on les pressurait, on les passait à l'acide, ensuite sous la presse, on les faisait sécher, on faisait des rouleaux et ça donnait ce papier un peu très fin, où des fois on voit encore la trame des copeaux de bois. Donc voilà, alors l'avantage c'est que ça coûte pas cher, ça va assez vite à imprimer, on est fin 19e dans tout ce contexte d'industrialisation, d'urbanisation et puis d'alphabétisation quand même, parce que pour vendre des bouquins, il faut qu'il y ait des gens qui sachent lire, c'est quand même mieux, et l'alphabétisation de masse, bah, effectivement, ça commence à... Voilà, on se dit, on va vendre à des tas de gens. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà ce qui existait, c'est les Slick Magazines, donc très luxueux, mais pour la classe moyenne ou supérieure, avec des articles de fond, d'information et de fiction, et puis des éditeurs, donc comme notamment Munsey, le premier qui a créé Argosy, donc en 1896, s'est dit je fais pas du slick parce qu'il faut que je vende au plus de monde possible, donc il faut que je fasse un truc pas cher. Donc il trouve cette méthode d'impression. Et puis il veut faire à l'intérieur pas d'information, mais seulement de la fiction. Mais il veut pas faire ce qui se passait avant dans ce qu'on appelait les dime novels, où il y avait un héros principal avec une histoire, genre, enfin c'est Buffalo Bill ou Nick Carter qui existait déjà avant. Et lui, il dit, voilà, je vais aussi avoir plusieurs histoires, des nouvelles, des romans courts, des romans sérialisés. Et puis le roman sérialisé, c'est super parce que évidemment, ça pousse à acheter le numéro suivant. Donc voilà, on feuilletonne et c'est génial. Et donc voilà, en 1896, Argosy paraît et puis très vite, les concurrents vont apparaître, d'autres titres apparaissent. Et notamment alors ce qu'on appelle les Big Four, les 4 premiers grands généralistes qui sont donc Argosy, il y a de Blue Book, il y a Adventure et puis Short Stories. Voilà, celui-là. Voilà, généraliste. Et puis petit à petit, parce que c'est des gens qui à l'époque sont très à l'affût de l'innovation, de la concurrence aussi, tout le monde se dit, voilà, qu'est-ce qui marche pas. Ils s'aperçoivent que dans les généralistes, il y a des gens qui sont plutôt intéressés par certains types d'histoires, et donc en fait très vite vont apparaître des pulps qui sont spécialisés. Le western, le sport, l'aviation, la guerre, toutes les histoires de détectives, romans noirs, etc. Le fantastique, la science-fiction qui apparaît. Aussi relativement vite. D'ailleurs, le terme même science-fiction est né dans les peuples, hein, parce que le créateur, l'éditeur d'Amazing Stories, c'est lui qui a presque, voilà, avec la science-fiction, qui a presque inventé le terme. Donc, voilà. Et en fait, dans l'entre-deux-guerres, entre les années 20-30 et même jusque dans les années 40-50, il y a plus de 1000 titres différents.
Alors certains ont duré 40 ans, d'autres ont duré 10 numéros, ça dépend si ça se vend, si ça se vend pas. Mais en tout cas, c'est un foisonnement incroyable. Et il faut voir effectivement ce qu'étaient les kiosques à l'époque où on trouvait tous les étalages avec les couvertures, parce qu'effectivement l'image est très importante, et qu'il y a un éditeur qui disait, voilà, une couverture, ça doit se repérer en 6 secondes. Si elle est bonne, en 6 secondes, on fixe l'image, et donc on achète le bouquin. Sinon, non, c'est raté, ça vaut pas le coup, et on est mangé évidemment par les autres. Voilà, donc un pulp, c'est d'abord ça, c'est un phénomène d'édition, et c'est un processus éditorial. Alors ensuite, c'est quand même un pulp. C'est quand même un pulp parce que c'est aussi une façon d'écrire. Parce que les éditeurs eux-mêmes, ils veulent vendre, et donc ils essayent de trouver une recette. Alors la recette, on peut la lire, parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes expliqué, parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, en plus, les éditeurs sont submergés par les manuscrits, les nouvelles, tout le monde envoie, enfin tout le monde non, mais il y a beaucoup de monde qui envoie beaucoup de textes. Comme il y a beaucoup de pulp, ça fait beaucoup de choses à lire. Donc ils sont submergés par les trucs à lire quand même, et au bout de très vite, ils se disent, bon, on va quand même expliquer à tous ces futurs auteurs comment il faut écrire s'ils veulent être publiés chez nous. Et donc, très vite, vous avez Hoffman, qui est l'éditeur d'Adventure, et puis, comment il s'appelle, Shaw, je crois, je suis perdu dans mes notes, qui est un autre éditeur, qui ont expliqué et théorisé ce qu'il fallait faire pour publier du bon pulp. Et en partie, c'est ce qu'on retrouve évidemment chez Stevens. Alors le premier principe, c'est vous écrivez pour le plus grand nombre. Premier principe. Vous visez la masse. Et pour eux, viser la masse, ça veut dire le style le plus limpide, fluide, pas de maniérisme surtout, pas d'innovation stylistique, pas de style personnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des pseudonymes. C'est pas juste parce que c'était une femme qu'on a voulu dissimuler, mais la plupart des auteurs sont sous pseudonyme parce que tout simplement les éditeurs considèrent que les textes leur appartiennent et qu'il n'y a même pas d'auteur en fait. Donc voilà, l'auteur doit disparaître, le texte doit être lisible par tout le monde, et chez Stevens, le style est d'une fluidité, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est... Oui, ça se lit évidemment facilement, et sans que ce soit évidemment péjoratif comme notion. Après, il y a aussi d'autres codes qui vont avec ce fait d'aller au plus grand nombre. Par exemple, Hoffman dit il faut absolument qu'il y ait un happy end. Parce qu'un happy end, ça correspond quand même au plus grand nombre. C'est vrai que la minorité plus éclairée peut se satisfaire de bouquins qui finissent mal, surtout dans les histoires d'amour, mais finalement, pour le plus grand monde, il préfère quand même les happy end. Donc, faites plutôt des happy end, et dans La Fiole, on a ce happy end, avec un petit côté subversif quand même, parce que le personnage féminin va vers le héros, là, Drayton, l'avocat. Je trouve que tu vois, pour le coffret des abîmes, ça n'arrive pas à évacuer toute l'horreur. Tu lis 150 bien sûr, pages d'horreur et tu as 3 pages d'happy end, et tu es là, bon, et c'est toujours ça, c'est de rester de rester un peu dans ces codes, tout en introduisant toujours quelque chose qui, effectivement, personnalise, qui n'est pas tout à fait... voilà. Donc ça, c'est le premier principe. Ensuite, il y a un deuxième grand principe qui est... Alors, Hoffman a dit l'univers, parce que ces éditeurs réfléchissent quand même, l'univers fonctionne selon un grand principe qui est un principe d'unité et puis d'expansion. Un individu, c'est pareil, c'est l'unité et l'expansion. Si vous voulez faire, et donc c'est ce qu'il raconte dans son article, si vous voulez faire un pulp qui fonctionne, vous devez appliquer la même recette. L'unité de l'action, du temps, quelque chose de simple à comprendre, et puis après l'expansion de l'intrigue. Et tout en gardant toujours la même direction. Le lecteur doit suivre cette même direction et ne jamais se perdre. Et Stevens, elle est quand même pas mal pour ça, parce qu'on a beau changer d'époque, changer de dimension, on n'est jamais paumé, et on sait toujours où on est, quand même. Alors qu'elle mélange beaucoup de thématiques
Et c'est pour autant très riche, mais on n'est jamais perdu. Donc de ce côté-là, elle a parfaitement respecté les canons des éditeurs. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on pourrait dire, petite insiste, que c'est l'anti-Christopher Nolan, Stevens, du coup. Parce que Tenet, c'est super, mais en fait, on comprend rien, quoi. Voilà, par exemple. Il y a plein de fils dans tous les sens. Bon, voilà. Donc là, c'est l'inverse. Au moins, on comprend ce qui se passe. Le troisième grand principe dans la recette, c'est poser les personnages. Alors évidemment, dans le roman populaire, les personnages, le portrait physique, ça correspond à un portrait moral, de toute façon. Et donc là, on a tous les personnages qui sont campés. Évidemment, Drayton, on voit tout de suite que c'est le cerveau. Trenmore, ça va être les muscles, hein, c'est plutôt l'homme d'action, le géant. Viola, c'est évidemment la jeune ingénue, maline, mais bon, un peu... Oui, il a du caractère, mais jeune, avec ses longs cils. Là. Elle aime bien les longs cils, hein, parce que ça revient plusieurs fois dans les descriptions. Et donc, les personnages agissent toujours en fonction, évidemment, de leur caractère. Et c'est eux qui font avancer l'action, et on doit s'attacher à ces personnages. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y en ait 150 non plus, évidemment. Sinon, là encore, on perd la direction. Ce qui est intéressant chez Stevens, c'est qu'elle campe notamment ces trois, enfin plus un, personnages principaux, et qu'ensuite, dans le développement de l'action, elle va trouver leur opposé. C'est-à-dire que l'avocat cerveau, il va être opposé dans ce monde parallèle avec le plus sagace, qui est un personnage qui lui correspond, mais qui est tout en négatif. Tu peux dire en 2 lignes de quoi ça parle? C'est des personnages qui vont absorber une poudre qui est censée être une poudre venue du purgatoire de Dante. Recueillie par Dante. Voilà, recueillie par Dante. Ouais. Et qui vont changer d'époque et de dimension et se retrouver dans un monde... qui est le leur, hein, c'est à Philadelphie, mais pas tout à fait. Une espèce de monde inversé et un monde dystopique. Alors un monde communiste en fait, parce qu'elle écrit ça au début des années 20, évidemment, voilà, ça aux États-Unis. Ouais. Et donc tous les personnages ont leur inversé, mais leur inversé négatif, évidemment. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle arrive à poser cette dystopie de façon très claire, à travers les personnages. Et on voit tout de suite de quoi ça parle, mais n'empêche qu'il y a une forme il y a une complexité dans le propos finalement qui est assez intéressante, mais qui est posée très simplement et à travers ces différents portraits. Et puis évidemment, Viola, hein, la petite ingénue, elle a aussi son double opposé qui est la plus belle, qui est plus âgée, hein, on sent qu'elle est sur le départ. Évidemment, elle est perverse, elle est plutôt manipulatrice, sournoise, etc. Bien sûr, et en plus c'est une femme quand même. Il y a quelques incises comme ça, des personnages masculins sur les femmes qui sont... Voilà, quand même. Mais c'est l'époque. Alors évidemment, du coup, c'est une époque où, quand on relit certains textes, surtout des années 30-40, c'est bourré de stéréotypes, évidemment. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est des textes qui pourraient passer relativement mal par rapport à nos sociétés actuelles. Les héros, c'est des vrais héros. C'est sûr que, à mon avis, dès que le livre est fini, ils vont aller manger un steak. Ça leur pose aucun problème, évidemment. Bon. Donc, les méchants sont évidemment alors soit des femmes fatales, soit des Asiatiques beaucoup, soit les Mexicains. On aime bien les Mexicains aussi. Il n'y a pas de noirs, ils sont quasiment absents des pulps. Généralement, il n'y en a pas. Alors là, pour le coup, l'invisibilisation, on la trouve effectivement. Mais bien sûr, on a tous ces aspects-là. L'intéressant ici, c'est que c'est presque drôle chez Stevens. Et en fait, elle s'en amuse parce qu'il y a de l'humour en plus. Elle a beaucoup d'humour. C'est assez drôle en fait, de jouer avec ces codes. Donc les personnages. Ensuite, le dernier grand principe en fait, c'est l'action. Action, action, action. Il faut que ça bouge tout le temps. Pas trop de description. Les personnages doivent faire avancer l'action. L'intrigue avance par le dialogue. Et on ne doit pas s'ennuyer. Et donc, c'est quand même ça l'avantage, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Alors l'exagération aussi, hein, dans l'action, la dramatisation, l'exagération, ça fonctionne très bien aussi. Et là, on a un propos dans
dans La Fiole notamment, avec cette dystopie qui se met en place, on a presque il y a une dimension mystique matérialiste qui est assez ébouriffante, quoi, quand même. Avec une cloche sur laquelle on doit frapper et qui va détruire le monde entier si on frappe sur cette cloche. Voilà, c'est l'archange Gabriel qui surgit. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et donc on retrouve quand même, évidemment, tout ce que les éditeurs ont théorisé à travers, voilà, pour faire un bon pulp. Voilà. Alors après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quand même, évidemment. Dans le dernier Métal Hurlant, d'ailleurs, qui est en vente ici, voilà, il y a un bon article sur Catherine Moore, qui est aussi à peu près de la même période et qui a aussi beaucoup fait dans la science-fiction. Donc je vous conseille de le lire parce que c'est très, très intéressant. Et puis, alors là-dessus, j'avais mis 2 personnages. En fait, ça fait référence à 2 personnages en fait féminins. En fait, il y a Vincent Price, évidemment, sur l'affiche de Bat, le film. Et ce film, en fait, c'est déjà un remake quand Vincent Price le fait, parce que c'est un film qui a été fait une première fois dans les années 30. Et ce film est l'adaptation d'une nouvelle parue dans des pulps. Et cette nouvelle a été écrite par une femme qui s'appelle Mary Reinhardt, et qui était déjà très très connue à l'époque, qui avait fait un best-seller dans les pulps qui s'appelle The Circular Staircase, et qui au fil des années a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Donc elle travaillait pour le théâtre, elle travaillait pour le cinéma, et elle écrit de Bat, et donc qui vont devenir des films. Et c'est quand même intéressant parce que c'est ce film-là, du moins la première version, qui a en grande partie influencé Bob Kane pour créer Batman. Et pourtant, bon, personne ne se souvient qu'à l'origine, il y a évidemment une nouvelle écrite par Reinhardt. Donc voilà, puis ça lui a rapporté beaucoup d'argent parce qu'ils écrivaient pour l'argent. Les inconnus, ça peut être $10 le texte. Ensuite, Reinhardt, par exemple, oui, ça avait beau être une femme, mais elle touchait des royalties à hauteur de $100 000, quoi. C'était la fortune quand même. Donc voilà. Donc Reinhardt, par exemple, qui est aussi peut-être une autrice à redécouvrir, en tout cas, et qui fait elle dans le polar, quand même. L'autre personnage, le personnage féminin qui n'a rien à voir, mais que j'ai mélangé, c'est fait pour, c'est Daisy Bacon, qui est une éditrice. Parce qu'il n'y a pas que les autrices, il y a aussi les éditrices, et on n'a pas que nos machos qui nous ont expliqué comment il fallait faire. Il y a des éditrices, et Daisy Bacon a été embauchée dans ce magazine Love Story, dans ce pulp, au début pour répondre au courrier des lecteurs. Donc voilà, on était dans une revue où on avait donc des histoires de romances, qui est un classique des pulps. Dans ces romances-là, là aussi, il y avait une recette. D'abord les mêmes éléments, évidemment, mais on est toujours sur les rêves et les romances des filles de la working class, des classes populaires. Et le seul danger qui menace ces filles, ce sont les rêves des vraies femmes fatales et des vraies méchantes qui, elles, sont toujours issues de l'aristocratie. Voilà, donc c'est à peu près ça le schéma. Et puis, en 2 ans, Bacon va prendre la direction de Love Story, elle va complètement changer la ligne éditoriale, elle va ramener plein d'autrices, et elle va porter le pulp à 600 000 exemplaires vendus tous les mois. Donc, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui confier la direction et la direction d'édition de pulp, alors plus entre guillemets masculin, Detective Story, et puis Doc Savage. Elle va s'affronter avec l'auteur de Doc Savage d'ailleurs, Lester Dent, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, il y a un truc qu'elle ne voulait pas publier et ça ne lui plaisait pas, donc il y aura des conflits, mais en tout cas en migrant vers ces pulps, elle va aussi emmener ses autrices avec elle, ce qui fait qu'évidemment ça change quand même la teneur des histoires et ça renouvelle évidemment les genres. Et puis, un dernier exemple quand même, puisqu'il y a aussi l'image, il y a aussi des illustratrices, quand même. En tout cas, il y en a une qui est très connue,
C'est Margaret Brundage qui a fait dans Weird Tales 66 couvertures nues qui sont assez renversantes. On les reconnaît au premier coup d'œil. Et on sait très peu de choses sur elle. Parce qu'elle était très discrète. On sait très peu de choses sur sa vie. Il y a des légendes qui ont couru parce que on a beaucoup dit que elle avait pris ses filles pour modèle, par exemple, bon, ce qui est un peu pervers quand même pour faire des peintures un peu sexy de nu, quoi, évidemment. Bon, en fait, on s'est aperçu après que de toute façon, elle n'avait pas de filles, donc c'était quand même une légende. Mais en tout cas, voilà, elle a participé aussi à cette histoire de Weird Tales et à cette légende de ce magazine quand même qui est une référence en la matière. Donc c'est quand même un univers où effectivement il y a une présence de femmes et voilà. Daisy Bacon par exemple, elle était très connue dans le monde de l'édition et dans le monde des affaires. Il y a eu plusieurs articles à son époque sur elle pour montrer que les femmes pouvaient réussir aussi bien que les hommes. C'était le modèle de la femme qui réussit. Alors évidemment, avec aussi quelques légendes, parce que pour montrer qu'elle réussissait, elle était évidemment obligée de construire un personnage qu'on connaît encore d'ailleurs. C'est la fille qui travaille tout le temps, infatigable, qui en fait plus que les autres, qui s'interdit d'avoir un mari ou une histoire ou une aventure parce qu'elle n'a pas le temps et qu'elle est entièrement dans son travail. Et c'est à ce prix-là qu'elle rivalise évidemment dans ce monde d'hommes. En fait, elle avait des aventures évidemment, notamment avec un homme marié, bon, mais voilà, ça, il fallait pas trop en parler quand même pour l'image. Donc, elles n'étaient pas invisibles, mais elles étaient quand même relativement peu nombreuses, mais elles sont bien là quand même. Voilà. Je terminerai juste sur, pour dire que l'une des choses qui m'a moi touchée chez Francis Stevens, par exemple pour La Fiole au Cerbère, quand les trois héros sont projetés à Philadelphie, c'est 2 siècles après, c'est devenu une Amérique totalitaire et il y a ce moment de flottement où les héros à la fois sont dans un environnement qui leur est familier et il y a tout un tas de détails où ils commencent à se dire il y a quelque chose qui colle pas. Et là, j'ai retrouvé complètement Voyage vers le futur par exemple. Donc en fait, en 1920, il y a des ferments de ce que le cinéma fera beaucoup plus tard et qui pour nous sont des acquis qu'on connaît bien, mais que j'ai retrouvé là pour la première fois. Et la Citadelle de la Peur, c'est pareil, cette idée des dieux comme ça, aztèques, qui veulent aller dans l'Amérique moderne et avec leur cohorte de démons et l'envahir. Bon, tout le monde a vu Ghostbusters, c'est un topic complètement institué, mais là, en 1918, pas tant que ça. Et c'était très agréable pour moi de voir en fait comme ça en amont le début de ces topics. Elle lance comme ça des choses qui vont essaimer. Voilà, le pulp à l'origine de beaucoup de choses avec lesquelles on a grandi, qu'on connaît, et c'était très très chouette à la lecture de retrouver ça. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de choses, même dans la culture populaire d'aujourd'hui, qui en fait sont issues de cette culture du pulp. Mais c'est ahurissant. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. Par exemple, le maître du Haut-Château de Cadic, cette fameuse uchronie, en fait, ça ressemble quand même énormément à des tas d'histoires. Notamment, il y a une série qui s'appelait Operator 5. Et qui décrit dans les années 30 les États-Unis envahis par le Comprinz allemand, occupés et avec l'organisation de la résistance. Donc, et en fait, c'est impossible que Cadic n'ait pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de ce substrat. Et c'est d'autant plus intéressant que Operator 5, du coup, ça devient presque prophétique. Et il y a plein d'éléments prophétiques dans cette littérature-là. Parce que c'est des gens qui, visant le plus grand nombre, sont tellement aussi empreints avec l'époque, avec les dangers de l'époque, dans les années 20 et 30, que c'est presque une littérature qui fonctionne comme une catharsis, et on retrouve plein d'éléments de cette époque-là. Il n'y a pas que les stéréotypes, il y a aussi toutes les inquiétudes du moment, toutes les projections que ces auteurs faisaient sur le monde qui les entourait, et donc il y a des choses qui sont assez saisissantes. Il y a en général 2 types d'illustrations. Il y a l'illustration qu'on peut catégoriser comme populaire, et puis l'illustration qui met en évidence un personnage, un illustrateur qui se met en évidence, c'est-à-dire que
le graphisme importe plus que ce qui est raconté. Et on peut le voir dans le décodage des couvertures en général, qu'on trouve dans les librairies. Et ce qui est intéressant dans le pulp, et ce qui m'a intéressé quelque part dans le cadre des collections que j'ai pu faire, c'est que la dimension devait être populaire et devait être en lien absolu avec le texte. Et non pas des dessins que j'aurais faits qui sont un peu éloignés, où on dit on va trier ce qui pourrait un petit peu ressembler, mais qui me mettrait en évidence moi plus que l'histoire. Je crois que, et on le voit à travers même les pulps français des années 10, comme par exemple Léo Fontan qui a illustré Bouchon de cristal, n'est-ce pas, qui est un pulps quelque part, une forme de pulps. C'était un peintre, Léo Fontan, qui faisait des nus, etc., dans la mode de l'époque, et qui faisait des couvertures comme un autre personnage qui est très intéressant et qui rentre dans le populaire, c'est Staras. C'est Staras avec Fantomas, avec toutes ces couvertures-là. Et quand on voit les pulps américains, on rentre dans un même univers d'expression. Donc c'est très particulier. On ne dit pas c'est une couverture de Picasso, etc., ou d'un autre personnage quelconque ou d'un autre illustrateur. Non, c'est... Là, on rentre vraiment dans le sujet, même si on peut considérer que la couverture du Bouchon de cristal, c'est pas tout à fait clair, cet œil de verre qu'il tient à la main. Bon. Mais il y a un côté qui accroche, un côté esthétique. C'est exactement comme Staras quand il a fait Fantomas. Le premier Fantomas qui est au-dessus de Paris, c'était pas du tout prévu que ce soit une couverture de Fantomas. Mais c'était une couverture c'était une publicité pour je ne sais plus quel produit. J'en terminerai avec un tout petit point, c'est les couvertures de Harry Dixon. Et John Flanders ou Jean Ray, la manière dont il s'y est pris. C'est-à-dire que Harry Dixon existait, les couvertures étaient faites en Allemagne, ou je ne me rappelle plus exactement, on a un spécialiste de Jean Ray parmi nous, et donc il a réécrit, plutôt que de traduire, il a réécrit des histoires en relation avec l'image qui était proposée. Dans le sens où il a trouvé que les histoires étaient un peu faibles. C'est, je crois, la période où il était en prison, n'est-ce pas, un peu après. 2 ans. Voilà. Non, mais je sais que tu es spécialiste, je sais que ça tourne autour de cette histoire, mais donc voilà. Donc l'image de couverture, il est important qu'elle ne trahisse pas, surtout dans le cadre du populaire, dans le cadre de type de texte qui est bien spécifique, qui a été décrit de long en large, là, et qui ne doit... Alors, je m'évertue pas, je me laisse porter, mais à ne pas trahir les choses et à rentrer dans cet univers du populaire. On va dire, quoi, c'est pas bien, le populaire, il vaut mieux être classe, il vaut mieux être... Non, mais ça n'exclut pas qu'on peut faire des choses classe, mais qu'on peut aussi jouer la dimension du texte et de l'image populaire. Et pour les Harry Dixon, vous avez fait un peu un mix, parce que vous êtes quand même... Oui, non, mais là, c'est une autre histoire qui s'explique. Qui s'explique. À l'occasion, j'en terminerai par ça, chez Néo, ils ont décidé de publier des textes de Harry Dixon, 2 livres de Harry Dixon
dans la collection Fantastique Aventure Fiction. Suite à ça, les ayants droit, je sais pas, de Jean Ray ont dit, nous, on veut surtout pas d'image d'Harry Dixon. On ne veut pas figurer du tout Harry Dixon. Et comme les droits d'Harry Dixon ne sont pas dépendants de Jean Ray, que le titre appartient on ne sait pas à qui, puisque c'est une invention allemande, ou je crois que c'est allemand, eh bien, moi j'ai dit, je m'en fous, après tout, ils peuvent toujours... Et je me suis amusé à jouer le rôle et à me faire photographier par Douaneau. C'est Douaneau qui a fait les photos que j'ai retouchées après, mais en accord avec Douaneau, et je me suis mis en couverture. Ça a amusé les copains, entre autres. Les autres ne me connaissaient pas, ça n'avait pas d'importance. Et après, il me dit, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on va faire toute la série des Harry Dixon. Donc il va falloir vous mettre en scène chaque fois. Donc à ce moment-là, je me suis débrouillé, j'ai fait des photos, je me suis photographié moi-même, etc. Enfin bon, c'était le jeu. Et quand on a fait ce grand album, Harry Dixon aux éditions Crapule, à ce moment-là, ils sont venus nous agacer un peu en disant « vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit ». Préalablement, on était allé les voir en Belgique. On avait dit, est-ce que vous nous vendez les droits de certains textes de Jean Ray? Non. Bon, puisque c'est non, on fait. Vous n'avez pas le droit de toucher à Harry Dixon. Mais si, on avait un avocat avec les éditions Crapule, auquel j'étais participant, puisqu'on était associés dans cette affaire. Et l'avocat a dit, mais non, mais s'il n'y a pas il n'y a rien, allez-y, faites ce que vous voulez. Et elle nous en a beaucoup voulu, l'héritière en l'occurrence, d'avoir fait ce personnage et de l'avoir figuré. En fait, c'est moi, mais j'étais jeune à l'époque, j'étais plus jeune évidemment. Maintenant, je pourrais plus jouer le même rôle. Je pourrais jouer une espèce de savant fou, peut-être, un truc comme ça. Mais donc voilà. Donc lisez Stevens, Gertrude Burroughs Bennett, elle le mérite, donc 3 romans et l'idée c'est quand même de faire l'intégrale, elle a fait une 12aine de titres, donc bien sûr j'ai envie d'aller au bout. Donc j'ai commencé par le meilleur, mais il y a d'autres choses à venir. Donc si vous aimez le roman d'aventure Matissé d'épouvante, voilà, be my guest. Merci. Juste un dernier petit, juste parce qu'on célèbre Stevens et la maison d'édition, on a un petit cadeau qui est l'édition Polaris, Jean-Michel et moi, on a trouvé ça et on s'est dit c'est quand même l'occasion. Bon alors je pense que... C'est l'édition de 52, voilà, t'as ton exemplaire. Bon, la fiole au Cerbère, c'est superbe. Et c'est la première édition reliée du livre. Je t'embrasse, on est filmé, merci. Allez, c'est beau. Merci beaucoup. C'est super joli. Ah, je suis très touchée. Merci à vous tous en tout cas. C'est magnifique. Et illustré en plus. C'est lui qui a... Come in. Come closer. Closer. That's right. I'm Vincent Price. You'll be just as safe in this house of fear as any of the other 5 victims murdered by... Lizzie! No, I don't think so. But I think it's something should be looked...